Le projet de création du musée de Sète en 1890 suscita un élan de patriotisme local du boulanger de Rougen, département de l'Hérault, Ave, ces prénoms n'ont pas été conservés sur le registre d'inventaire, donc il restera pour nous Ave Castet, qui fit don pour exposition de l'ensemble de sa collection de monnaies, avec des élans incroyables. En guise de collection, il s'agissait de tous les exemplaires hors de l'Union latine que le commerçant avait récupérés dans sa caisse et qu'il donna dans un sac. Le musée a tout fait pour refuser la donation. Il a insisté. La collection a été acceptée. Et en 1950, un conservateur du patrimoine, 60 ans après la donation, les a intégrés donc dans la collection, ce qui fait qu'elles sont maintenant considérées comme inaliénables et trésor national. Ces 280 monnaies voilà, c'est bon, c'est flèches, c'est bon, j'ai trouvé la flèche. Il y a ces flèches-là. Ces 280 monnaies sont analysées pour la première fois. L'ensemble est constitué de 24 monnaies antiques, soit 22 monnaies romaines et 2 monnaies byzantines, 167 monnaies françaises, qui se subdivisent en 31 doubles tournois royaux et féodaux, 10 monnaies de cuivre de Louis XIV, 23 monnaies de cuivre de Louis XV, 53 monnaies de cuivre de Louis XVI, 22 monnaies de Louis XVI, roi constitutionnel, 21 monnaies de cuivre de la Convention au consulat, une monnaie des 100 jours, une médaille de Louis-Philippe, 2 médailles de la Seconde République, 2 exemplaires pour le Second Empire, soit une médaille et une monnaie pour la Troisième République. Les 2 dernières monnaies sont des pièces de 1 centime qui, à mon sens, se sont retrouvées au fond du sac, qui n'auraient jamais dû y être. 56 monnaies étrangères. Pour l'Europe intérieure, 4. Une pour la Suisse, 2 pour l'Autriche, une pour la Hongrie. Pour l'espace méditerranéen, 34. 9 pour l'Espagne, une pour l'Italie, une pour le Vatican, 7 pour la Sardaigne, 5 pour la Grèce, 5 pour l'Égypte, 4 pour la Tunisie, 2 pour le Maroc. Pour l'espace méditerranéen extrême, je prends cette expression de Fernand Braudel à propos de la mer Noire, une en Russie. Pour l'espace atlantique, 7. 2 pour l'Angleterre, une pour l'Irlande, une pour le Danemark, un skilling de Christian VII de 1771, 2 pour la Suède, une pour le Brésil. Pour l'espace de l'océan Indien, 8. Je parle dans cet espace les Indes britanniques, les frappes de la Compagnie des Indes. Pour l'espace Pacifique, 2. Une pour la Chine, une pour le Pérou. 33 monnaies sont complètement frustes. Les statistiques n'apporteront rien à la compréhension de l'ensemble, qui doit plutôt se concevoir comme une archéologie de la circulation monétaire, qu'il faut étudier comme on le ferait d'une fouille, strate par strate, en partant de la plus récente à la plus ancienne. Si je... Alors, pour les monnaies étrangères, stat des monnaies étrangères. La suprématie de l'ensemble monétaire méditerranéen sur un port de la Méditerranée n'a rien en soi de surprenant. La surreprésentation de l'océan Indien par rapport à l'océan Atlantique pourrait étonner, si l'on oubliait le percement du canal de Suez de 1859 à 1869. À ce titre, il est plaisant de rattacher les 5 monnaies d'Égypte à l'ensemble des Indes, qui sont des frappes du XIXe siècle, frappes mécaniques modernes, à l'ensemble des Indes britanniques. Et de nouveau, l'ensemble étant trop faible comme échantillon statistique, contentons-nous d'observer la collection de cartes postales du musée de Sète. La grande époque de la carte postale se situe entre 1905 et 1914, soit entre 15 et 20 ans après notre don. Nous pouvons espérer
que la généralisation de la marine à vapeur au détriment de la marine à voile n'a pas trop modifié les observations durant ces 15 ans. Se présente à la parade navale au port de Sète une flottille de 8 voiliers espagnols que l'on croirait sortis de la Méditerranée de Fernand Braudel, de ceux qui ne peuvent embarquer chacun qu'une pièce de vin. Et nous avons ici une pièce d'Espagne extrêmement usée, mais la contremarque a survécu du XVIIe siècle. Toutefois, le Culera de Valence renforce le tonnage de la péninsule. Et j'ai placé ici frappe moderne d'Isabelle II la catholique de vers 1850. Le Si Nicolas, qui par sa forme si au lieu de san, doit être sarde, avec l'ensemble des monnaies de Sardaigne, des deux Sardiennes, frappées. Un vapeur grec entrant dans le port de Sète, qui nous explique l'ensemble grec. Les majestueux Indian, Mexican et Calédonian, munis de leur télégraphe sans fil, comprenant donc la radio, 3 gros navires qui font escale ensemble, car la grande profondeur du port de Sète le permet. On dit que c'est le 3e port encore actuellement le plus profond au monde. Après avoir passé le canal et avant de passer le détroit. Excusez. Qui, de par leur nom, Indian, sont certainement ceux de la Compagnie des Indes britanniques. Les grands ensembles monétaires de la Méditerranée et de l'océan Indien ont maintenant une origine. Voiliers ou navires de fort tonnage qui font escale au port. Il en va de même pour l'ensemble de l'océan Atlantique. Venant de Grande-Bretagne, ils transitent, pour mes 3 monnaies anglaises, sur les navires de l'Empire. Pour les monnaies scandinaves, un cargo battant pavillon danois transporte du bois, transformé sans doute en tonneau, et permet... alors, il est extrêmement usé et ne donne rien. C'est un skilling de Christian VII. La monnaie russe, lourde et presque neuve, n'est sans doute qu'un souvenir de l'expédition franco-britannique de Sébastopol sur la mer Noire, qui a laissé quelques souvenirs dans le nom des rues et des bouches de métro de Paris, Malakoff, et une célèbre chanson d'étudiant que Théophile Gautier a dû bannir pour rentrer à l'Académie française. L'Atlantique Sud n'est représenté que par une monnaie qui sort peut-être de la poche du Brésilien d'Offenbach. « Je suis brésilien, j'ai de l'or ». Mais il semble que certains transatlantiques aient profité de la grande profondeur du port de Sète pour faire escale. L'océan Pacifique n'est représenté que par une sapèque de Chine, fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, et un jeton de métro de Lima, qui témoigne plus de la littérature de Pierre Loti que de réels échanges commerciaux. Le plus insolite, à mon sens, revient à l'Europe centrale, qui défend par les armes son accès à la mer, qui passera par le lac Léman, le Rhône, le canal, l'étang de Thau, jusqu'à la ville de Sète. La Suisse déploie 2 navires cuirassés derrière la digue du Maule, qui semblent être d'ultramodernes croiseurs
de bataille. Et moi, d'avoir découvert que la Suisse avait des croiseurs qu'elle mettait devant le port de Sète, a été pour moi une certaine découverte. Les monnaies étrangères, qui ne sont que des divisionnaires de cuivre, entrent simplement par les bistrots du port. Le premier port français en courtage des vins, ce qui doit ravir tous ces matelots étrangers. Deuxième strate, les monnaies étrangères après la fondation de Sète et du canal du Midi. La carte de la généralité du Languedoc n'est d'aucun usage pour le commerce. Nous n'y voyons pas de route. La plus grande des villes est au même niveau que la plus simple paroisse, réunie en diocèse. On y lit Dieu, pas les échanges. Voici le plan original. Il est en mauvais état, c'est pour ça qu'il ne va pas nous donner grand-chose. Du canal du Midi vers 1690. Je vous ai placé pour comprendre Sète, ensuite par le futur canal Lyon, Toulouse, qui, je n'ai pas l'embranchement, mène à Bordeaux par les voies fluviales. Si l'on classe, et voici le deuxième canal qui va être construit, le canal du Rhône. Sète se trouve, Sète et l'étang de Thau. L'étang de Thau, Sète est ici, avec la Méditerranée, et par le départ du canal du Rhône vers Lyon. Si l'on classe les monnaies, non pas comme il est d'usage, par ordre alphabétique des ateliers. Hop, où est-ce que je suis allé, moi? Excusez-moi, je suis allé un peu trop loin. Si l'on classe les monnaies non pas comme il est d'usage par ordre alphabétique des ateliers ou par ordre des ateliers monétaires, mais par bassins fluviaux, dans l'ordre de leur mise en service, on obtient par règne les pourcentages suivants des monnaies attribuables à un hôtel de la monnaie. Rappelons que l'échantillon statistique, 86 exemplaires, exploitable et faible. Pour Louis XIV, 83% viennent de la généralité proche, c'est-à-dire des ateliers d'Aix et de Montpellier. 16,66% du canal du Midi, c'est-à-dire des ateliers de Toulouse et de Bordeaux. Pour Louis XV, la généralité de Provence tombe à 80%, le canal du Midi monte à 20%. Pour Louis XVI, roi absolu, nous n'avons plus que 12,12% pour la généralité de Provence, 63% pour le canal du Midi, 21% grâce à l'ouverture du nouveau canal du Rhône pour Lyon, et une fois qu'on est à Lyon, Dijon ou Genève. Il y a des frappes monétaires françaises pendant la Révolution à Genève sur ce canal, et Orléans à 3%. Orléans, il faut comprendre que pour aller à Orléans, historiquement, en France, depuis le Moyen-Âge, depuis l'Antiquité, on arrive à Lyon. Lyon, on prend l'embranchement par la Saône qui vous amène à Villefranche-sur-Saône et avant Saint-Georges-de-Renance. Il y a une mauvaise route de 40 km qui s'appelle la route du Petit Lapin, qui est toujours utilisée sous ce nom, et le problème c'est qu'elle est très souvent gelée. Et vous atteignez Roanne et la Loire. Et une fois que vous avez la Loire, vous pouvez arriver jusqu'à Orléans. Un Louis XVI constitutionnel, la généralité de Provence va tomber à 27%. Tous les Bordeaux ne sont pas représentés. La France intérieure, et alors Limoges n'est quand même pas loin du canal du Midi. Limoges va permettre ce qui est encore le rôle du port de Sète, d'amener du bétail. C'est-à-dire que là, on va faire transiger des vaches et des bœufs
qui, elles, ont tendance à marcher toutes seules. C'est pas lourd à porter tant qu'elles marchent. Nous sommes donc à toujours 21%. Oui, on était à Louis XVI constitutionnel. Alors, dans le Louis XVI constitutionnel, on ne s'aperçoit qu'une chose, c'est que le canal du Rhône prend de l'importance et la façade atlantique est présente avec Nantes. Et arrivée de l'Alsace-Lorraine. Mais là, les frappes de l'Alsace-Lorraine de la Révolution, qui sont gigantesques, les ateliers de Metz et Strasbourg ont frappé de façon démesurée parce qu'elles sont chargées de payer l'armée du Rhin. C'est-à-dire que l'armée du Rhin, elle, sous les ordres et Tonrir au Kléber, est supposée arrêter l'invasion, l'attaque de la France par l'ensemble des coalisés venant de l'Est, et on confiera à Bonaparte l'armée d'Italie, qui, elle, est misérable. Mais il y aura ensuite un bien plus grand avenir. La convention au consulat, nous avons 25% toujours pour le canal du Midi, 12% pour la France intérieure, 6% pour le canal du Rhône, le bassin de l'Arloire à 6,25 et le bassin de la Seine rentre pour la première fois. Je n'ai pas eu avant une monnaie de Paris, alors que les frappes de Paris sont gigantesques. Ce qui va nous permettre de mieux comprendre le rôle de la diffusion de cette monnaie. Le canal du Midi ne cesse de prendre de l'importance durant le règne des 3 premiers rois Louis de l'Ancien Régime, bientôt relayé par le canal du Rhône. Si les gigantesques frappes révolutionnaires de l'Alsace-Lorraine pour l'armée du Rhin entrent pour 25% dans la circulation d'un Louis XVI révolutionnaire et de la Convention, le bassin de la Seine et la capitale ne seront représentés que sous la Convention et l'Empire. La guerre se poursuit contre l'Angleterre, qui, après Aboukir et Trafalgar, est maîtresse de la mer. En tant qu'ancien conservateur d'un musée Napoléon, et je m'excuse auprès de nos collègues anglais, après le désastre d'Aboukir et la tragédie de Trafalgar dans l'historiographie française, l'Angleterre est maîtresse des mers. Plusieurs monnaies mais la flotte française protège le port de Sète et sera victorieuse de toutes les incursions anglaises. Ce qui fait que le relais, l'approvisionnement de la capitale, qui ne peut plus être fait par les voies naturelles de la Seine et de la Loire, bloquées par la flotte britannique, se feront par la voie du Sud, par le canal du Midi, et le canal du Rhône. Nous remarquons aussi cette chose assez curieuse, c'est que plusieurs monnaies sont touchées d'impact de balles. C'est un tir magnifique fait avec des pistolets de duel à canon rayé extrêmement chers, réservé aux officiers supérieurs et officiers généraux de l'Empire. Le mauvais pistolet des dragons ne permet pas d'avoir à 3 mètres, déjà il commence à prendre la tangente. Celui-ci permet de tirer à 6 pas. Et on voit les généraux, même si le tir est trop lointain, qui servent de garde du corps à l'empereur. Et si on s'approche de trop près de Napoléon, et on sait par les textes qu'ils s'entraînaient pas pour des raisons d'anti-république, mais simplement parce que c'était une dame, pour pouvoir toucher cette monnaie. Cette monnaie démontre, et il y en a beaucoup dans la collection, quand même tous les troubles de la Révolution française. Alors, que se passe-t-il sur les canaux ? Plus de cartes postales. Certes, mais la collection du musée de Sète peut être mise à contribution. Un tableau anonyme et non daté, probablement vers 1880, nous présente en contre-plongée la ville de Sète,
le port de Sète, le canal du Midi, l'embranchement du canal du Midi, l'étang de Thau, qui va se poursuivre dans les deux directions. D'un côté, le canal du Midi, de l'autre côté, le canal du Rhône. Nous n'avons cette fois plus de matelots, mais des gabardiers. Toutes ces petites péniches. Voici les grands bateaux et voici les petites péniches qu'on appelle des gabarres, que l'on voit aux côtés des navires de haute mer à Sète en 1849, que l'on voit à Bordeaux. Bordeaux, c'est l'autre côté. C'est l'aboutissement du canal du Midi. Que l'on voit à Bordeaux de l'autre côté du canal du Midi, peint par Robert Mols en 1887. Beau tableau, grand tableau, où l'on voit deux bourgeois qui traitent des affaires. Au milieu d'un prolétariat portuaire, l'un de ces travailleurs des canaux, à défaut de la mer, charge dans sa gabarre une pièce de vin. Un navire, juste derrière, bas pavillon américain. C'est un navire américain. On ne sait pas s'il charge ou s'il décharge en ce port. Le canal du Rhône, à l'entrée de l'étang de Thau, porte des gabarres chez Robert Mols et des péniches chez Ego. Là, on voit que c'est la vapeur. Au début du XXe siècle. Il y a 10 ans d'écart entre ces deux tableaux. Mais ces deux peintures s'accordent sur une chose. Le bord du canal est construit. Il y a des habitants sur les deux tableaux. Là, ils sont beaucoup plus visibles que sur l'autre, donc je ne vais pas repasser sur l'autre. Simple pêcheur chez Mols, grutier de débarquement chez Ego. Donc des commerçants, même occasionnels, chez qui le gabarier pourra trouver de quoi se sustenter. Aussi, comme les monnaies étrangères voyagent dans la poche des marins, les monnaies divisionnaires des provinces plus lointaines s'échangent de bistrot d'écluse à épicerie d'écluse par les gabariers. Troisième strate, les doubles royaux et féodaux. Le peu de monnaie exploitable rend illusoire un classement statistique. Toutefois, l'auteur a publié dans ses jeunes années dans le bulletin de la Société académique de l'Aube un extrait d'archives de la ville de Troyes. Cet extrait indiquait que la frappe des monnaies de ce type avait été interdite à Troyes. Elle avait lieu 25 km plus loin, au moulin de Chappe, propriété du duc d'Aumont. L'ensemble de la dernière année de production avait été saisi dans un tonneau prêt à être exporté au loin. Louis XIII tolère que certains grands feudataires disposent du titre de prince sur une petite partie de leur fief et puissent ainsi battre une monnaie qui ne devrait pas sortir de leur principauté. Sont représentés dans le don de notre boulanger, le frère du roi, le premier ministre de son père, Sully, ici présent, le protecteur de la Hollande et le frère du maréchal général. Ça, c'est pour donner une idée des princes qui ont le droit de battre monnaie. Le roi de France est le premier à faire courir une monnaie qui lui rapporte 50% de bénéfices, le double tournoi. Mais si la frappe de ces monnaies se termine une vingtaine d'années plus tôt, avant le début des travaux de la construction du port de Sète, ici, et du canal du Midi, ici, dans la galerie métallique des rois de France de Louis XIV, il est plus que probable que les besoins de petits numéraires d'un tel chantier aspirent fortement vers l'héros, les doubles tournois de cuivre. Quatrième et dernière strate, les monnaies
les monnaies romaines et les monnaies frustes. Le fond du dessin du musée de Sète n'a pas encore été exploité. Une caricature de T. Roussy de 1880 présente un client sortant de chez un boulanger. Voici l'image même que l'on rêve de voir dans les films. Comme avec Castet. La révolution industrielle et la mécanisation des campagnes ont permis la création d'un commerce de détail qui sort de la ville pour rejoindre la campagne. Le village se voit désormais paré d'un boulanger et d'un épicier. Parmi ceux-ci, une de mes arrière-grand-mères, avant la guerre de 1914-1918, s'installa dans le Beaujolais, peut-être au moment où M. Castet se retira. L'apparition du commerce de détail imposa une augmentation de la vitesse de circulation de la monnaie, dont certaines avaient déjà 250 ans de présence. Le frais, alors dans le terme de frais, l'usure monétaire, si certains de nos collègues ne connaissent pas la traduction française, l'usure aidant, les monnaies devinrent illisibles et ne seront démonétisées pour les gros sous ou les doubles qu'au lendemain de la Grande Guerre, c'est-à-dire entre 1919 et 1922. Tout circule tant qu'il a l'aspect d'un sou ou d'un double pour 10, 5 ou 2 centimes. Ave Castet acceptait même les monnaies romaines et byzantines retrouvées dans les vignes. C'est une circulation interne au village. Mais ça, c'est illisible. C'est devenu complètement illisible. Et c'est un Louis XVI, vers 1780, accepté théoriquement dans la circulation. Ça, c'est un Trajan, 2e siècle après Jésus-Christ. Mais je défie quiconque qui n'a pas fait un très grand nombre d'années de numismatique aux côtés de Georges Desperreaux de pouvoir reconnaître aisément ces deux monnaies. Donc, c'est ce qui va amener, tout se remet à circuler, tant qu'il a à peu près le volume. Des médailles de politique, un jeton de Lima, n'importe quoi. N'importe quoi, parce qu'on ne prend même plus le temps de regarder ce qui circule. Ave Castet acceptait donc les monnaies byzantines dans la vigne. C'est une circulation interne au village. Mais au lieu de les remettre en circulation, il lui plut de les collectionner, de les remettre au musée et de s'étonner 2 ans plus tard, en 1892, auprès du conservateur du musée de Sète, collection qui n'est point encore classifiée comme il conviendrait qu'elle le fût, mais pour qu'elle figure parmi les objets d'art, comme elle est en droit d'y figurer. J'espère avoir répondu à son souhait et vous remercie de votre attention.